Voilà. Alors, on attend encore pour Gisèle Halimi, Les Farouches Libertés, Ariane Ascaride et Philippine Pierre Brossolette qui vont nous rejoindre incessamment. Léna Pogam, qui a fait la mise en scène du spectacle. Et puis, à la gauche d'Alain, Julie Ménard, Nicolas Drouet et Chloé Simoneau, qui font partie du collectif La Cavale, voilà, qui se joue actuellement au 11, qui a une excellente programmation, très ancrée dans des faits de société contemporains. Et va nous rejoindre incessamment également Céline Chariot, qui joue au Don. C'est une compagnie belge qui a écrit, mis en scène et qui joue Marche Salope. Voilà. Donc, voilà, je reviens un petit peu sur le titre du débat, libérer point d'interrogation de l'intime au politique. Pourquoi ce titre? Pourquoi avoir associé ces trois spectacles avec l'envie de les faire dialoguer? Donc, ce qu'ils ont en commun, ce sont des paroles et des thématiques souvent absentes des plateaux. Gisèle Halimi, Une farouche liberté, Marche Salope et L'âge de nos pères, ce sont trois histoires de femmes et d'hommes, mises en scène par des femmes, autour d'un propos commun aux trois spectacles. Ah, voilà. Céline Chariot qui nous rejoint, voilà, pour Marche Salope, qui vient de sortir du spectacle des Dons. Voilà, donc le propos commun à ces trois spectacles, c'est la lutte contre les injustices et violences qui sont faites aux femmes et aux filles. Et ce qui fait également le lien entre ces trois spectacles, au-delà du propos, c'est qu'ils s'ancrent et font état dans l'écriture même du spectacle, dans sa mise en scène, d'une expérience vécue, intime, des protagonistes. Et que la prise de conscience politique se nourrit de la nécessité absolue, quasi vitale, de transformer cette expérience douloureuse en force d'émancipation. Une écriture de soi, mise en scène, qui passe par des entretiens, on le verra avec le collectif de La Cavale, des témoignages également, des aveux avec Céline Chariot, des cris muets aussi, des rêveries qui se nourrissent du singulier pour aller vers le collectif, vers l'universel. Donc, trois partis pris de mise en scène forts, singuliers. Voilà Ariane Ascaride et Philippine Pierre Brossolette. Je pense qu'on peut les applaudir encore. Voilà, pour leur magnifique spectacle qu'on a vu il y a quelques jours ici même et qui est un petit peu l'icône du combat des féministes au travers du parcours et du combat de Gisèle Halimi. Voilà, donc je reviens un petit peu à ces trois spectacles qui proposent trois manières différentes d'envisager cette lutte entre donc la deuxième moitié du XXe siècle, incarnée magnifiquement par les acquis de celle qui en est devenue une icône, donc Gisèle Halimi, et les combats féministes MeToo et post-MeToo pour Marche Salope et L'âge de nos pères. Voilà, donc je repasse la parole à Alain. Oui, très rapidement peut-être parce qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui ont naturellement vu ce beau spectacle ce soir, mais qui n'ont pas forcément vu encore Marche Salope et L'âge de nos pères. Un tout petit pitch pour dire que Marche Salope, vous me direz Céline si je me trompe, mais pour nous ça raconte et ça expose aussi, le terme expose est pas neutre, une forme de reconstitution c'est pas une forme, la reconstitution d'un vécu d'un viol sous une forme qui s'apparente à une enquête criminelle. Et qui peut être aussi vécu comme un acte de résistance poétique. C'est un peu ce qu'on a retenu dans Marche Salope, qui a une forme très innovante, mais très parlante aussi. Parlante, on y reviendra, la manière dont on parle. Et puis pour L'âge de nos pères, qui est le fruit d'un travail collectif, Julie, de La Cavale. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une mixité entre des gens de théâtre et de documentaristes au niveau de la pièce, et qui interroge la violence de nos pères à partir d'une expérience intime vécue. Voilà, et c'est toujours dans ces spectacles la question de l'intime et la question du collectif. Et du politique, voilà. Alors, on parlait justement du fait que c'est des voix qu'on entend assez peu sur les plateaux, quoique si on regarde par exemple la programmation du Festival IN cette année, il y a quand même beaucoup de spectacles qui sont des étendards un petit peu de nouvelles formes du féminisme. Voilà, donc c'est plutôt encourageant.
Et donc là, la question que je voudrais poser à l'ensemble des trois compagnies, c'est comment est-ce qu'on fait résonner justement des voix qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, comment on les fait parler. Et voilà, j'aurais bien aimé que vous me parliez ou que vous nous parliez de vos choix de mise en scène. Alors, on va peut-être commencer par Léna Pogam. Alors, j'aurais envie de donner plutôt la parole à Philippine Pierre-Brossolette sur l'initiative de ce projet, mais parce que c'est non, mais parce que ce spectacle que vous avez vu ce soir est issu d'une double commande, puisque Philippine Pierre-Brossolette est à l'initiative de ce projet. Elle est venue me trouver comme elle est venue trouver les différents protagonistes de cette création, le théâtre La Scala qui produit le spectacle et Ariane Ascaride. Et donc on a travaillé ensemble à l'adaptation, mais ça a été aussi porté la voix de Gisèle Halimi comme le désir de Philippine de la faire entendre. Donc j'aimerais juste que tu... Oui, sur la mise en scène, je peux pas, je laisserai à nouveau Léna parler, mais ce que je peux te dire, c'est qu'effectivement, quand j'ai découvert les entretiens d'Annie Cogent et de Gisèle Halimi en novembre 2020, c'était le deuxième confinement, et je vous avoue volontiers que la lecture de ces entretiens m'ont fait un bien fou, qu'une telle intelligence, une telle nuance, une telle personnalité m'ont convaincu qu'il fallait les faire connaître au plus grand nombre, et quel était le plus bel endroit pour le faire, c'était évidemment un théâtre. Donc pour y arriver, il fallait rendre cet objet théâtral. Donc il fallait faire un montage, un découpage, et Léna y a beaucoup participé. Et puis il a fallu chercher une actrice, parce que je tenais absolument à ce que cette parole soit éclatée, partagée entre plusieurs protagonistes. Et nous connaissons toutes et tous les combats d'Ariane Ascaride et sa fougue, son humanisme, et je me disais que c'était pas mal d'aller chercher ça chez Ariane, que ça collait parfaitement bien à la personnalité d'Halimi. Et en ce qui concerne Léna Pogam, je connaissais son travail, et je crois ne pas me tromper en disant qu'il mêle, tu m'arrêtes Léna si je me trompe, mais qu'il mêle indéniablement l'intime au politique. Et je trouvais que ça faisait terriblement sens, donc, de lui demander d'apporter son regard aiguisé et son intelligence sur cet objet théâtral qu'on allait vous offrir. Voilà. Non, juste, oui, non, je vais laisser. Oui, on a zappé la première question qui était effectivement l'origine du projet. Voilà, merci d'avoir rectifié le tir. Oui, alors ça c'était plutôt une question à Léna Pogam. C'était, on parlait des voix et de la manière de les mettre en scène. Et je trouve que le parti pris de mise en scène là, d'éclater la parole de Gisèle Halimi en deux voix, voilà, avec voilà, sur deux générations, on va dire. Voilà, j'aurais aimé que vous preniez la parole là-dessus. En fait, effectivement, la commande était de proposer ce texte, enfin faire entendre cette voix à travers deux voix. Et au départ, dans l'adaptation qui m'avait été proposée, que j'ai tout exposé, j'ai tout changé, mais c'était il y avait un parcours de vie entre une parole de Gisèle Halimi plus jeune et une parole rétrospective de Gisèle Halimi. Et j'ai voulu proposer à Philippine de mêler toutes ces voix et toutes ces époques
pour que ça ne soit pas l'incarnation d'une femme. L'enjeu de ce spectacle ne soit pas comment on joue Gisèle Halimi, comment on va représenter le plus Gisèle Halimi, mais comment on va porter sa parole et comment on raconte qu'elle appartient aussi à plusieurs et qu'elle nous appartient dans ce qu'elle nous a été livrée. Et j'ai aussi voulu que ça soit très oral. Et donc j'ai travaillé avec les filles à restituer le phrasé de Gisèle Halimi en retranscrivant mot pour mot, hésitation pour hésitation, le changement le mouvement de la pensée de Gisèle Halimi dans les entretiens qu'elle a fait pour la radio, pour la télévision. Et j'ai eu la chance de pouvoir avoir accès aux entretiens qu'elle a fait avant de décéder avec Annick Cogent. Et donc c'est sa voix, ce sont ces entretiens inédits qu'on entend entre chaque en chaque partie. Et pour moi, c'était vraiment quelque chose d'important d'avoir cette distance-là. On donne une voix, on fait entendre des mots. On fait entendre une parole avant de chercher à l'incarner. Voilà, c'est tout. C'est tout. Je voudrais que tout le monde puisse parler. Peut-être sur l'origine du projet et les choix de mise en scène, une petite question à Céline Chariot. Je crois que vous êtes photographe de formation. Vous avez beaucoup travaillé sur la notion d'invisible. Et c'est la première fois que vous produisez en scène. Et alors, sans divulgacher, comme dit l'autre, on peut dire quand même que vous êtes muette sur le plateau, qu'il y a une voix en off, et que la question du viol est déléguée à une autre voix en off. Donc, c'est une construction qui est à la fois percutante et originale. Un petit mot là-dessus, quand même. Vraiment très rapidement, donc moi, je suis pas du tout du milieu de l'art vivant. Je suis photographe plutôt documentaire de guerre via des ONG. Et j'ai toujours travaillé sur les invisibles, que ce soit les gens qui continuent à vivre dans les zones autour de Tchernobyl, les bidonvilles tziganes en Roumanie. Là, je reviens de Bosnie-Herzégovine. On a travaillé sur le génocide de Srebrenica, où les gens vivent toujours dans les mines et ils sont complètement abandonnés. Donc, tous mes travaux photographiques sont vraiment sur les invisibles. Et quand j'ai voulu aborder la question du viol et de l'amnésie traumatique via Marche Salope, j'ai pas trouvé vraiment de solution au niveau photographique, donc j'ai commencé à faire beaucoup de recherches et puis à écrire et puis avoir des images. Et donc l'origine est vraiment, c'est fait très naturellement en fait d'arriver vers l'art vivant. Et je voulais aussi que c'est un sujet qu'on retrouve beaucoup dans des bouquins, dans des docus filmés, mais je voulais regarder les gens en fait et je travaille beaucoup sur le regard et puis je pars dans des reconstitutions de crimes. Et voilà, ça c'est vraiment très largement l'origine du projet. Alors je pose la question au collectif La Cavale, hein, la même, sur l'âge de nos pères. L'origine du projet, est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors donc nous sommes un collectif d'artistes, on est 5 au plateau et donc il y en a qui viennent à la fois du cinéma documentaire et d'autres qui viennent du théâtre. Et depuis quelques années, on a vraiment envie de relier nos disciplines et notamment à travers des projets participatifs en fait où on fait monter des amateurs et des amatrices sur scène, où on passe par vraiment énormément de travail d'écriture, d'interview aussi, ça passe par la vidéo, par des collectes de paroles, et on crée avec eux en fait vraiment tous nos spectacles pour porter leur récit intime sur un plateau de théâtre, parce que voilà, pour nous effectivement l'intime est éminemment politique à partir du moment en plus où on le met sur un plateau de théâtre. Donc l'âge de nos pères, c'était un petit peu aussi vouloir reproduire ce processus de création, mais non pas là envers des amateurs, des amatrices et des adolescents et des adolescentes, mais nous-mêmes. Et on était vraiment partis sur un travail autour de nos pères, nos propres pères. Et de là, c'est vrai, a émané en fait énormément de colère, énormément d'indignation, de violence. Et voilà, on a commencé aussi à discuter
du patriarcat dans nos sociétés, dans notre société, de la façon dont ça avait pu évoluer. Et c'est vrai que c'est ça aussi qui est, moi je trouve aussi flagrant avec le spectacle qu'on vient de voir. Voilà, ça s'arrête à peu près dans les années 80, ce dont on a parlé. Et en fait, c'est vrai que 40 ans plus tard, il y a quand même beaucoup de choses qui ont bougé, mais on est encore aux mêmes endroits à plein de niveaux. Et c'est de voir en fait comment le féminisme vraiment part par vagues, puis s'efface, puis redémarre, comme si on était à chaque fois un nouveau démarrage. Donc voilà. Donc finalement, le projet s'est orienté plutôt vraiment sur la violence des hommes et en fait essayer de comprendre en fait l'origine de la violence des hommes envers les femmes. Pourquoi en fait cette haine? Et donc on est à la fois partis chacun et chacune questionner nos récits intimes. Donc de nos enfances, de nos adolescences, de nos rapports à nos parents et aussi la façon dont on a été éduqué à la sexualité ou pas d'ailleurs et alors comme aussi notre travail c'est aussi de sortir aussi de nous-mêmes et donc d'aller chercher ailleurs dans le réel d'autres récits. Donc il y a effectivement les récits de nous 5 sur scène, mais aussi les récits d'autres personnes. Donc chacun et chacune d'entre nous est parti sur des terrains documentaires extérieurs pour aller, pour essayer de tenter de répondre à cette question. Donc Nico par exemple lui est allé dans une association en Bretagne qui loge des femmes victimes de violences conjugales. Moi, je suis allée interviewer un jeune homme qui a choisi de transitionner parce qu'en fait, au départ, moi, je n'arrivais pas à comprendre comment on pouvait avoir envie de devenir un homme, même si effectivement, pour lui, la question, elle n'était pas du tout à cet endroit-là parce que c'était pas un choix, c'était comme il se sentait. Antoine aussi, donc lui est parti dans les vestiaires de football pour comprendre aussi la construction de la masculinité et Julie elle est vraiment plus cherchée aussi du côté de ses récits intimes de son père et voilà il faut raccourcir et donc et après nous dans le spectacle c'est d'arriver à faire dialoguer l'ensemble de ces paroles, l'ensemble de ces récits pour n'en faire qu'un seul qui va dans le même sens. Je suis aussi gardien du temps, je me permets. Peut-être, ce qui caractérise vos 3 spectacles, c'est aussi, alors notre point de vue, une forme de théâtre documentaire. Et peut-être nous vient l'idée d'une question sur l'engagement. Et peut-être là, je me tournerai vers vous, chère Ariane Ascaride, qui est une femme engagée, sinon plus. Et du coup, pour que vous puissiez nous dire quelque chose là-dessus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ça fait tellement longtemps qu'on me pose la question sur l'engagement que je ne sais plus comment en parler. Il me semble, si vous voulez, tout simplement que oui, d'accord, je suis comédienne, c'est un fait, mais je suis aussi une citoyenne. Et puis, tout simplement, d'une manière complètement individuelle, je n'ai qu'une vie. Et je n'ai pas envie de la subir, tout simplement. Et moi, je viens d'un milieu extrêmement populaire où j'ai vécu des tas de choses pour arriver jusqu'à... ne serait-ce qu'au Conservatoire de Paris, ça a été déjà pas un calvaire, mais enfin une petite montée du Golgotha quand même, faut dire les choses comme elles sont. Après, il me semble que l'art, tout art, sert à ça, à raconter le monde, tout simplement. Si vous ne racontez pas le monde en faisant de l'art, c'est pas la peine de faire de l'art, tout simplement. Et qu'on remonte à ceux qui peignent sur les murs des cavernes ou les machins comme ça, c'est toujours la même chose qu'on raconte. On raconte l'humanité, on raconte ce qui se passe, on raconte les questions que tout le monde peut se poser, avec des points de vue qui peuvent être différents. Mais je dirais surtout que tout art est politique. Parce que même une petite comédie que vous voyez, on vous dit « Oh, c'est une comédie pour vous divertir ». Mais la proposition qu'on vous fait dans la comédie, de la famille, où est-ce que ça se passe, ce film, qui sont ces gens et tout ça, c'est déjà une manière de vous proposer un modèle. Vous allez rire en vous tapant le cul par terre, vous allez voir les tuches, qui sont cons, ces pauvres. Et de toute façon, c'est ça. Donc, à un moment donné, il faut se positionner. On peut ne pas se positionner, on peut dire je fais carrière, il n'y a aucun problème. Moi, je m'en fous. Voilà. D'autres.
D'autres points de vue sur l'engagement. Enfin, pour ce qui vous concerne, Céline Chariot, je perçois chez vous une démarche plus pragmatique qu'idéologique dans votre spectacle. Mais dites-moi si... Et plus esthétique aussi. Pourquoi vous trouvez que je suis pas esthétique? Non, pas du tout. C'est pas ce que je voulais dire, mais... Mais je rejoins les mêmes mots en fait. Moi, tout ce que je fais, peu importe en fait le médium dans lequel on est. Enfin, moi, je suis dans la photo, mais on nous met toujours dans des cases. Là, j'ai testé l'écriture, la scéno, et peut-être que demain, je ferai encore autre chose. J'allais dire, peu importe l'expression, en tout cas que moi j'utilise, il y a toujours quelque chose de militant derrière et de se dire, ok. Ça, je me rends bien compte que l'art ne peut pas modifier le monde, mais à chaque fois que je touche une personne, je me dis, ok, ça c'est une personne sensibilisée, et j'ai vraiment l'effet colibri de me dire, ok, allez, on y va. Et moi, c'est ça, tous les jours, je me lève en me disant, ok, je vais aller jouer Marche Salope et je vais sensibiliser, et on va parler du viol et on va casser ces tabous, on va donner des chiffres. Mais après, oui, c'est très visuel parce que moi, je viens du monde visuel et c'est très onirique, c'est dans la métaphore, et c'était vraiment un choix assumer de laisser un maximum ouvert la proposition pour que chacun puisse prendre sa place en fonction de son vécu ou de son histoire, et puis c'est vraiment une balade en fait sur la banalité de la violence. Voilà. Oui, Ariane, c'était pas du tout. Non, je plaisante. Mais effectivement, non, non, bien sûr. Oui. Non, c'est vrai que Céline Chariot a une démarche assez plastique à partir de son travail de photographe. Léna, vous voulez dire quelque chose sur l'engagement? Oui, non, mais moi, comme tu le disais tout à l'heure, Philippine, je n'arrive pas à dissocier le théâtre de la politique, et en tout cas mais je ne suis pas, je cherche à faire apparaître des complexités dans la plupart des spectacles que je travaille, sur lesquels je travaille. Ça part toujours d'une urgence de positionner, non pas de me positionner, mais surtout d'ouvrir un débat, une discussion, et de poser des problématiques. Et donc là, le spectacle sur Gisèle Halimi, d'une certaine manière, il se place en lisière d'un cycle que je mène depuis des années sur des portraits de femmes, emmurées, et donc sur le rapport des femmes à tous les systèmes que ce soit du silence, et de tous les systèmes qui peuvent les mettre en situation de subir, et de ne pas prendre la parole. Moi, je travaille essentiellement sur les mots, et sur la libération des flux de paroles, et donc ce qui va m'intéresser, c'est comment les comédiennes, surtout, je travaille beaucoup avec des comédiennes, vont arriver à se dire à travers les mots de quelqu'un d'autre, et s'approprier ces mots-là pour en faire quelque chose du plus ouvert possible. Et en ça, je trouve que c'est là que je situe mon engagement d'artiste et de femme. Mais je le distingue de ma vie de militante. Peut-être la même question à Julie Ménard. En fait, le titre qu'on a choisi, c'est quand même de l'intime au politique, et vos trois spectacles, il y a quelque chose qui part de l'intime et qui va vers l'universel ou le politique, mais peut-être sur l'engagement, Julie. Oui, alors moi je sais pas si le théâtre il peut changer le monde, mais moi il m'a vraiment sauvé la vie. Moi je viens d'une famille avec un père très violent. Voilà, donc j'en parle dans le spectacle. J'ai cru que j'allais mourir, qu'on allait tous être tués avec mon frère et ma mère. On a réussi à s'en sortir. Et moi, ce qui m'a vraiment aussi tenue, c'est de rencontrer le théâtre assez jeune, en fait, de me tenir à ça, et voilà, et de m'en sortir par ça. Maintenant, c'est du coup devenu mon moyen d'expression puisque je suis autrice.
Et ça me permet donc d'écrire des pièces sur ces sujets-là ou sur d'autres, et puis de le faire aussi en collectif. Et merci, je voulais remercier aussi à ce spectacle qu'on vient de voir, en fait, de rappeler voilà la réalité dans laquelle on est, dans laquelle on vit, qui est vraiment très effrayante. Et moi, je trouve que, enfin voilà, moi je me sers de mon art pour faire ça. On fait ça voilà de façon collective, mais pour moi le chantier est tel que ce n'est pas assez et qu'il faut aussi militer à côté. Voilà, parce que, et c'est d'ailleurs aussi en ça que j'ai trouvé ça hyper bien dans le spectacle, c'est un moment où elle dit, mais j'avais mon engagement, enfin mon travail en fait d'avocate, et à un moment je me suis mise à la politique, voilà. Et effectivement, si on veut faire bouger les choses, je pense qu'il faut vraiment l'attaquer de toutes parts, et dans l'art, et dans la politique, et partout, dans le milieu associatif, voilà. Et moi donc j'ai par exemple cofondé MeToo Théâtre, donc à mon endroit pour essayer de faire changer les choses. En fait, Julie, vous avez à la fois répondu à la question de l'engagement et en même temps à une autre question qu'on voulait poser, mais vous avez répondu, c'est l'interférence entre la pièce que vous avez montée ou le jeu d'acteur que vous avez réalisé et vos propres vies. Alors peut-être cette question-là, la prolonger du côté de Excusez-moi. Moi, personnellement, c'était à l'opposé, en fait, de ce que Julie vient de dire. Moi, je voulais pas du tout mélanger ma vie privée. Et je commence dans le prologue en disant, je n'ai pas envie de raconter mon histoire. Mais en fait, je l'utilise comme tremplin pour lutter, pour témoigner. Vraiment, je dissociais, dans mon travail, je dissocie ma vie privée de mon militantisme. Parce que j'ai besoin de bulles d'air sur le côté. Mais oui, mais c'est comment, en fait, on part d'une histoire singulière pour raconter l'universel. Et ouais. Et voilà, c'est hyper important, je pense. Et puis chacun a un peu ses manières d'aborder, soit d'avoir des victimes comme Julie qui parlent de leur histoire, et puis d'autres qui prennent l'histoire d'autres femmes. Moi, je pars de la mienne, mais je l'utilise simplement. Et ouais, moi, c'était un projet qui était fort lié avec vraiment la médecine, les sexologues, etc. Parce que tous ces milieux-là n'ont pas l'habitude d'être en contact avec l'art. Et moi, je voulais vraiment que ce soit arriver à mélanger la médecine, la sexologie, à ce que un ou une artiste peut exprimer sur ces sujets-là qui sont encore très tabous. Et donc voilà, par rapport à ma vie personnelle. Et moi, je voulais poser la question aussi à Ariane Ascaride sur la proximité qu'il peut y avoir aussi entre Gisèle Halimi et vous. Je crois qu'il y a pas mal de points communs. Ouais. En fait, on est nés toutes les deux au bord de la Méditerranée, elle d'un côté et moi de l'autre. Mais toutes les deux, on apportait des trucs à nos frères. Moi, je portais le café tous les matins. Et en plus, ce qui était incroyable, c'est que j'étais hyper fière de leur porter le café tous les matins au lit. C'est quand même dingue. Vous voyez, non, parce que à quel point c'est ancré, voilà. Et moi, je suis d'origine d'une famille italienne, donc voilà, c'était normal. Mes frères devaient faire des études. Moi, si j'en faisais, ça allait, mais enfin, on pouvait toujours me marier. Voilà, c'est comme ça. Et comment dire, la chance que j'ai eue, vraiment sincèrement, la chance que j'ai eue, c'est que mon père m'a coupé les cheveux et qu'on m'a pris pour un garçon. Et qu'à partir du moment où on m'a pris pour un garçon, je vous parle de siècle dernier, hein, il y a longtemps, hein, le fait, qu'est-ce qui se passait quand j'étais dans la rue et qu'on me prenait pour un garçon, n'avait plus rien à voir avec qu'est-ce qui se passait quand j'étais dans la rue avec mes nattes. Et c'est ça qui a fait le premier déclic, c'est celui-là, quoi. Et je me suis rendu compte que j'avais une liberté 100 fois plus grande. Donc je me suis dit qu'est-ce qu'on pouvait faire, comment il fallait faire pour pouvoir avoir cette liberté tout en étant une fille. Et alors bon, effectivement, tout le monde le sait, ça fait longtemps que je me bats sur ça et sur d'autres choses, hein, je vais pas faire hein. Mais n'empêche qu'avec tout le discours que je peux tenir, avec tout ce que je peux dire, je sais qu'il y a des endroits où je suis entravée. Je le sais. Et je ne m'en sors pas. Vous voyez ce que je veux dire? Entravée. Oui, entravée. Mais encore. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où effectivement, il y a des choses à l'intérieur de ma tête qui font partie d'une idéologie, qui font que il y a des trucs, je peux l'ouvrir, je peux avoir une grande gueule, je peux, hein,
Mais il y a des trucs où je sais que je vais mettre encore beaucoup de temps et que peut-être j'y arriverai pas du tout. Et que peut-être ce sera les générations après moi, et tant mieux. Mais il y a des trucs où c'est encore un peu compliqué, je le sais. Et sur des trucs, mais infimes, des trucs du quotidien, des choses sur lesquelles on... Mais c'est là. Non, ce n'est pas naturel, c'est culturel. Oui, c'est une construction. Voilà, c'est culturel et pas naturel. Voilà, c'est ça. Et ça va être comme ça jusqu'au bout. Il me semble que vous avez aussi... il y a autre chose que vous partagez avec Gisèle Halimi, c'est de vous être libéré aussi par la parole, bah oui. Par la plaidoirie pour Gisèle Halimi, par le théâtre pour vous. Il y a cette coïncidence-là aussi. Mais vous savez, il y a un truc qu'elle dit à un moment donné. Elle dit j'emportais ma vie dans les prétoires, toute ma vie. Moi, j'ai toujours emmené toute ma vie dans les théâtres. Parce qu'effectivement, j'avais des enfants, parce qu'il fallait que gérer les enfants avant d'aller jouer, récupérer les enfants après avoir joué, me dire qu'il fallait recouvrir les cahiers, les crayons. Enfin, et j'ai un homme machiste, hein, mais qui a fait beaucoup de progrès. Vous voyez, parce qu'il est quand même né à l'Estac. Alors pour ceux qui connaissent l'Estac, vous voyez, c'est quand même le pompon. Mais non, j'ai eu cette chance-là. Ça a été un père formidable. Mais n'empêche que j'ai emmené ma vie dans les théâtres. Et je continue. Maintenant, j'ai un petit-fils. Vous pouvez demander à Philippine. Ouais, si je peux savoir comment s'est passée la journée avant de commencer à jouer, je pourrais m'en foutre. Mon mari, quand il tourne, il se pose pas la question tous les matins de savoir comment va son petit-fils. Moi, oui. Et c'est pas parce que je suis une grand-mère extraordinaire, non. C'est culturel. Merci. Oui, peut-être vous voulez intervenir là-dessus, mais on voulait aussi largement laisser la parole à la salle. Si vous avez des questions sur les spectacles que vous avez vus, sur le spectacle que vous avez vu ce soir, mais même sur les autres spectacles qu'on vous a présentés, allez-y. N'hésitez pas. C'est la première qui est toujours dure à poser. Ah, je vais peut-être amener le micro. Bonsoir. C'est toujours très perturbant de parler dans un micro. Moi, c'est pas du tout une question, c'est plus une opinion, un avis, une remarque, une idée. Je voulais juste vous remercier de poser des mots violents sur quelque chose de violent et de ne pas vouloir faire quelque chose de beau de quelque chose qui est moche à la base. Et je crois que c'était un véritable moment pour ma part cathartique et exutoire, très important, en plus en tant que jeune femme dans ma construction. Et du coup, voilà, c'était simplement merci pour tout ça. Merci. Moi, je le vois, enfin, c'est mon point de vue, hein. Je l'appréhende à l'envers. C'est-à-dire que c'est plutôt du politique vers l'intime. On a tous nos vécus et je suis d'une famille, ma mère était anarchiste et fille d'anarchiste pendant la République espagnole et mon père était communiste et fils de communiste pendant la République espagnole. Ils s'entendaient très bien d'ailleurs et pas à la Ken Loach, hein. Et j'ai été élevée dans le féminisme. Donc c'était une évidence. Mes grands-parents ne se sont jamais mariés parce qu'ils étaient contre le mariage. Enfin bon, des choses comme ça. L'avortement, ben oui, c'est évident. Enfin tout ça, c'était sûr. Et j'ai rencontré la sclérose de la société dans la société actuelle, pas dans ma famille. Et ça a été très dur. En troisième, on avait des orientateurs qui nous faisaient des tests d'intelligence, enfin des trucs.
très remise en cause depuis, heureusement. Et il me dit, oui, alors voilà, vous êtes très forte en maths, j'étais nulle, vous êtes très douée pour les maths, tout ça, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? J'ai dit, je voudrais aller travailler en Afrique noire. Il m'a dit, ah bon, mais vous êtes une femme? J'ai dit, oui, j'étais en 3e, je savais déjà que j'étais une femme. Enfin, bon. Ça faisait un moment. Et il me dit, mais non, mais c'est pas possible. Si vous êtes marié, que votre mari part avec vous, et des choses comme ça, après, tout au long de ma vie. Mais c'est pas de l'intime au politique que j'ai vécu, c'est la société qui me l'a montré qui j'étais, quelle était ma place, en fait, et pas celle que je croyais. Donc, je voulais dire que ça allait dans les deux sens. Merci de ce témoignage. D'autres questions? Non? Peut-être... Oui, pardon. Il me semble que les membres du collectif, vous avez exprimé le fait que par ce spectacle, vous cherchiez à comprendre la violence des hommes. Et je voulais savoir si vous aviez un élément de réponse. Voilà. Là aussi, culturel, naturel? Non. Non. En fait, c'est un peu une fausse question. Déjà, vouloir trouver l'origine de quelque chose, bon, c'est un peu vain. Mais c'est plus de montrer un collectif de jeunes personnes, j'allais dire, de gens plutôt autour de 40 ans, mais qui s'embarquent à se poser, qui s'autorisent à se poser une question aussi grosse. Si grande en fait. Et évidemment qu'on va pas trouver de réponse. Ça va pas être ça. Et ça va être déjà d'essayer de nommer des trucs, de relever des choses et de voir ce qui se passe entre nous, parce que ça parle aussi d'un collectif. Cette pièce, ça parle d'un collectif au travail fait de 3 garçons et de 2 filles et qui essayent de travailler ensemble et qui sont en fait elles-mêmes et eux-mêmes rattrapés par leur propre violence, celle vécue mais celle aussi commise, et que nous, on n'a pas vraiment de réponse à ça. Et cette pièce était encore une fois l'occasion de donner la parole à d'autres personnes et aussi à des personnes qui ont été fort victimes de violences. Chloé le disait tout à l'heure, où j'ai travaillé pendant plusieurs années, du coup, maintenant avec des femmes victimes de violences qu'on a pu enregistrer dans des premières rencontres, qu'on a suivies. C'est ça aussi qu'on entend dans la pièce, c'est-à-dire un travail documentaire sur plusieurs années, avec comment on se reconstruit ou pas, comment on essaye d'avancer, comment les blessures, elles restent, les cicatrices, elles se referment pas. Et en même temps, le monde, il avance. Il y a des sororités qui se fabriquent aussi au sein d'un centre qui accueille des femmes victimes de violences. Il y a des belles choses qui se passent. Et je voulais dire que sur notre engagement, en fait, c'est ça aussi sur la question de tout à l'heure, que donner la parole à des gens qui l'ont pas, qui pour moi en fait pour nous je veux dire le sens même de faire du documentaire. Et du coup là on fait du documentaire au théâtre, moi je dirais ça plutôt que du théâtre documentaire, et en fait c'est ça a toujours été ça, c'est comme ça que nous on a reçu le documentaire dans nos vies, c'est le cinéma de ceux qui n'ont pas la parole, de celles et ceux qui n'ont pas la parole. Et je voulais aussi remercier quand même Léna, Ariane et Philippine pour ce beau spectacle. Dire qu'avec le collectif, on a produit un film il y a quelques années, un film documentaire qui s'appelle Quand je veux, si je veux, et qui est un film de récits de femmes qui ont avorté et qui le regrettent pas et qui souhaitaient en parler, et que le tout premier tournage de ce film, il s'est fait devant le tribunal de Bobigny, et c'était les premiers plans qu'on a tournés. Et voilà, j'ai trouvé ça hyper touchant de retraverser toute la vie de Gisèle Halimi, c'était très beau. Voilà, merci. Moi, ce qui m'a frappé aussi, en particulier aussi dans votre spectacle, enfin dans l'ensemble, dans les trois, c'est que justement ces questionnements-là proposent aussi de travailler sur des formes hybrides. C'est-à-dire qu'en fait, il y a à la fois de la ponction du réel vers la fiction, et inversement, il y a de la rêverie, de l'onirisme, il y a la mer pour Gisèle Halimi et pour vous, Ariane. Est-ce que vous voulez nous en dire quelque chose justement sur ces échappées? Ça, la mer, j'ai un plaisir fou à dire ma dernière réplique, parce qu'effectivement, c'est exactement ça la mer pour moi. Vu que dès que je peux, je vais dans une calanque et je me baigne très tôt le matin. Et enfin, jusqu'à longtemps, j'allais me baigner très tôt le matin et je me disais que je posais mes soucis au fond de la Méditerranée. Depuis quelques années,
je me baigne dans un cimetière. Voilà. Et ça, c'est un véritable problème pour moi. Un véritable problème. Et c'est la Méditerranée. Et c'est la Méditerranée, évidemment. C'est un cimetière. C'est un cimetière. C'est-à-dire que je peux vous dire que j'en ai la sensation physique quand j'aurai fini ici, j'irai dans cet endroit et j'irai me baigner parce que c'est très important la mer pour moi. Mais je sais que je me baigne dans un cimetière. Et ça, c'est vraiment un truc assez bizarre, quoi. Vraiment assez bizarre. Et puis, il y a juste un petit truc que je voulais dire, parce que je vous écoutais parler. Excusez-moi, je vais faire un peu de politique. Les plus grandes victimes du capitalisme sont les femmes. C'est-à-dire qu'un homme violent, souvent, est un homme qui lui-même n'est pas reconnu totalement en tant que personne à l'intérieur de son travail, n'a pas une position sociale. Et que effectivement la première chose à faire, enfin la première chose qu'il va faire, enfin il peut le faire. Je dis pas que tous les hommes font ça, parce que moi les hommes c'est pas du tout mes ennemis. Hein. Mais un homme violent c'est aussi quelqu'un qui n'a pas de position sociale, qui n'a pas de reconnaissance sociale et qui donc à ce moment-là, qui n'a pas la parole, car quand on n'a pas la parole, l'expression, la violence est en nous et ça se retourne bien souvent sur les femmes. Voilà. Et sur leurs femmes d'ailleurs et leurs enfants. Non, juste pour réagir. Non, bah non. En fait, hélas, enfin, ou là, je sais pas. En tout cas, ça touche vraiment tous les milieux sociaux, vraiment. C'est pas si c'était si simple. Oh, c'est pas si simple. Non, mais c'est pas vrai. Mon père était chef d'entreprise. Oui, non mais c'est un autre débat, mais c'est vrai qu'on peut en citer pas mal, hein, des noms de personnes en toute puissance, que ce soit dans le milieu politique ou dans le milieu du théâtre, qui n'hésitent pas à agir avec énormément de violence. Des noms, il y en a plein. Ils sortent, on peut les dire, pas les dire. Vous voulez? Ouais, qui est pas dans le théâtre d'ailleurs. Peut-être, oui. Je voulais ajouter Céline. aussi, c'est surtout aussi la violence des États en fait, qui nous mettent dans un mutisme incroyable. Quand on voit les chiffres, on sait qu'il y a plus ou moins 10% des femmes qui parlent. Dans ces 10%, il y en a 20% qui sont écoutées en justice. Et donc, on arrive à un résultat de plus ou moins 2% des agresseurs sexuels et violeurs sont condamnés. Donc, ça veut dire que 98% des violeurs et agresseurs sexuels vivent en toute liberté et continuent à vivre. Et cette impunité, en fait, c'est des claques qu'on se prend en continu. En France ou en Belgique, on est plus ou moins dans les mêmes. C'est encore pire en France, mais voilà. Bah, nous, on a quand même en amont sur pas mal de styles. Il y a la non-prescription maintenant qui a été votée pour les viols que vous n'avez toujours pas ici. Et puis, ouais, on est assez avant-gardiste sur l'IVG, les assignations artificielles, le mariage pour tous. Enfin, chez nous, c'est passé il y a très longtemps, sans faire de manifestation, par exemple. Mais je veux dire, surtout, c'est surtout ces sujets éthiques, c'est un peu comme aux Pays-Bas, c'est comme l'euthanasie, il y a plein de, ça avance tout seul en fait. Donc enfin voilà. Oui, on a encore quelques minutes, mais allez-y. Oui, mais je m'associe à l'expression de la gratitude pour vous, dont je viens de voir le spectacle, qui m'a immensément touchée, parce que vu ma génération, c'est toute mon histoire aussi, et être incarnée par deux femmes, une jeune et une un peu plus jeune que moi, avec moins de juventud acumulada, comme on dit à Cuba, moins de jeunesse accumulée que moi, mais ce que vous avez dit aussi, ça me donne très envie d'aller vous voir, et vous aussi. Je trouve, il y a une phrase qui va me rester du spectacle, entre autres, ce qui est le plus scandaleux dans le scandale, c'est qu'on s'y habitue. On est en train aujourd'hui de s'habituer à tellement de scandales, en France et dans le monde entier, mais pour ne parler que de la France, ce cimetière marin qui est devenu la Méditerranée, le fait que dans un gouvernement, il y ait des gens accusés de viol et que ça passe comme une lettre à la poste, et qu'on n'y fait même plus attention, on n'y fait même plus allusion, et sans parler de toutes les violences ordinaires que vous évoquez. Donc je trouve que c'est une bonne alerte, votre travail, et un grand merci pour ça. C'est ce qu'on nomme la banalité du mal en fait. Il y a un ouvrage d'Hannah Arendt sur cette banalité du mal. Si vous l'avez pas lu,
J'aime bien aussi cette phrase de Gisèle Halimi qu'elle dit à la fin, le combat est une dynamique. Si on s'arrête, on dégringole. Si on s'arrête, on est foutu. Et pour nous, c'était très important de la mettre dans ce montage, parce ça fait partie des derniers mots qu'elle dit à Annick Cogent dans Une farouche liberté, à la question que posait Annick Cogent sur qu'est-ce que vous voudriez donner aux femmes à présent? Qu'est-ce que après tous ces combats, tout ce que vous avez rencontré, qu'est-ce que vous voulez dire aux jeunes filles et aux jeunes femmes d'aujourd'hui? Elle a voulu dire ça. Si on s'arrête, on dégringole. Si on s'arrête, on est foutu. Et pour nous, c'était très important de raconter aussi ce parcours. Le parcours d'une femme qui a découvert l'injustice, a pris conscience des injustices très très tôt, mais qui a passé sa vie à à construire la figure qu'elle est devenue à travers un certain nombre de déconvenues et à chaque fois relever le défi des événements auxquels elle était confrontée en tenant chevillée au corps ses luttes contre les injustices, sa lutte inébranlable, cette conviction inébranlable qu'il ne faut pas se courber devant le pouvoir injustifié et l'abus et la domination abusive. Et ça, c'est quelque chose qui on le voit dans ses plaidoiries, dans la manière dont elle s'exprime au fil du temps, qui se consolide, qui prend en force et un parcours de femme, c'est ça, c'est aussi se découvrir infériorisé et se confronter âge après âge, épreuve après épreuve à des prises de conscience et à des systèmes dans lesquels on est enfermé, des silences dans lesquels on était enfermé et dont on n'avait pas forcément, on a vécu. Et c'est pour ça que j'ai très été touchée par ton spectacle. On a vécu et notre conscience n'a pas voulu activer la reconnaissance. Et à un moment, c'est stop. À un moment, c'est l'enclenchement du combat et c'est je viens en face de vous pour dire et pour faire partie d'un mouvement qui est dynamique, qui est... Une dernière question. Non, c'était pas une question. Donc, ah bon, ok, je croyais. Peut-être la dernière question, parce qu'il faut qu'on rende la salle à 20h30. Oui, je voulais juste dire 2 mots. Aussi, je citerai en fait Céline Chariot qui disait « En tant que femme, je m'oblige à l'engagement et à la lutte, et dorénavant, plus jamais à la passivité. » Voilà, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, Céline, mais par rapport au choix de rester muet sur la scène, qui correspond aussi au silence de toutes ces femmes qui ne parlent pas et qui ne sont pas entendues, et de déléguer sa voix à quelqu'un d'autre, je trouve que c'est un très bel exemple de sororité et de peut-être imaginer une lutte où on ne soit pas seul, mais où les autres femmes et les hommes, parce qu'en fait, si j'ai bien compris, Gisèle Halimi n'était pas contre les hommes. En fait, elle voulait monter, voilà, se battre ensemble avec eux. Son mari qui a été un compagnon de tout son combat féministe, et elle en parle avec des mots très 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 beaux. On n'a pas mentionné ça, mais c'est vrai que le mari de Gisèle Halimi a été incroyable dans sa manière de porter et d'accompagner sa femme, et c'est pour ça qu'elle n'a pas cessé de le dire et de dire que c'était ensemble. Et on peut dire aussi que pour la cavale, justement, ce sont des histoires de femmes et d'hommes qui travaillent ensemble à agir. Oui, non, mais je crois que effectivement, il y a pas mal d'hommes qui sont en déconstruction, donc il y a. C'est pas un sujet, non, mais que c'est pas un sujet j'ai l'impression que voilà, ces spectacles-là, ils ont été beaucoup aussi portés par des femmes, pour des spectatrices, en fait,
en fait, c'est un sujet dont tout le monde doit s'emparer, en fait, dont tout le monde doit se sentir concerné. Et voilà, et dans notre spectacle, en fait, il y a trois garçons qui s'emparent de ces sujets-là et deux femmes, voilà. Tu veux dire quelque chose? C'est vrai. Non, dire un truc, c'est que tout à l'heure tu disais, tu vois, qu'en fait c'est des sujets sur, enfin dont on parle pas beaucoup et tout. Et en fait, quand même, force est de constater que dans le Festival d'Avignon cette année, il y a quand même énormément de spectacles et c'est même hallucinant parce que des programmateurs nous disent ouais bon, c'est bon, ça, on a déjà vu ça, c'est bon. En fait, c'est carrément insupportable parce que quand on voit le combat qui a amené vraiment la montagne à gravir. Je vais parler en ton nom, Julie, mais quand vous avez lancé le MeToo Théâtre et encore aujourd'hui, qui est évidemment toujours actif et on espère que ça arrêtera d'être le 15 jours, mais c'est mal embarqué. La violence quand même que vous ramassez de la part de l'institution, quand même, entre autres de plein de gens, mais aussi des institutions théâtrales, juste pour essayer de défendre des femmes qui ont été victimes d'agressions, c'est hallucinant et que ça se passe dans les lieux dans lesquels on travaille en fait. Et du coup, en fait, il y a beaucoup de spectacles, il faut continuer à les diffuser et il faut continuer à en faire. En fait, il n'y en aura jamais assez. Oui, alors juste une toute petite question encore par rapport à voilà, c'est est-ce que vous vous sentez aussi solidaire d'autres luttes? Est-ce qu'il y a une convergence des luttes aussi par rapport à la question du féminisme? Bah, bien sûr, c'est comme on parlait de l'inclusivité avec les hommes. Je pense que toutes les minorités, que ce soit les problèmes de racisme, enfin peu importe en fait de genre, toutes les minorités doivent se rassembler. Et moi, je pense que quand on parle de féminisme, etc., je pense pas qu'on arrive. Si, j'ai quand même un tout petit peu d'espoir, mais c'est pas, on va pas toucher en fait les agresseurs ou vraiment les gens qui sont ancrés dans le patriarcat. Mais par contre, moi, je crois vraiment au fait que maintenant, on sent les femmes qui se rassemblent. Et ça, je trouve que ça a de la puissance et que les minorités se rassemblent. Et je trouve qu'il y a une énergie là qui commence vraiment, c'est très récent, mais on se sent ensemble. En fait, il y a une sororité que ce soit dans le boulot, dans la rue, dans les soirées. Et moi, je crois en ça, en fait, au rassemblement. Et donc, oui, bien sûr, il faut converger toutes les luttes et toutes les minorités. Moi, je vous propose qu'on s'arrête là et qu'on applaudisse l'ensemble des participants.